Patrick, dans sa belle bibliothèque américaine. Donc, Raphaël, Jean-Michel, Nicolas, je vous laisse vous présenter chacun en 1 minute. Comme ça, vous avez l'opportunité de nous expliquer d'où vous venez et pourquoi. Alors, moi, je peux commencer. Alors, je m'appelle Raphaël Terno, j'ai une société qui s'appelle Ethos Digital. Et le but de nous, on est spécialisé dans tout ce qui est développement de sites web, stratégie de communication et principalement développement sur WordPress. C'est ce qu'on fait le plus aujourd'hui. Et disons, le but en fait de ces présentes, c'est que j'ai rencontré Geoffrey il y a une semaine qui était venu suite à ma demande par rapport à une nouvelle stratégie, on va dire, de développement sur WordPress. Et on avait établi tout un schéma de développement par rapport à ça, l'utilisation des blocs Gutenberg. Et on travaille aussi, je travaille aussi avec Jean-Michel qui se présentera aussi, puis Nicolas Rivoire avec qui on collabore, on va dire, pour tout ce qui est développement de sites web. Et puis voilà. Allez, c'est Nicolas. Nico, c'est plus simple. Je suis développeur web, je travaille en agence et puis en freelance avec Raphaël. Voilà. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est de s'améliorer sur le fonctionnement de Gut, voir comment améliorer les choses sur les prochains sites, puis apprendre plein de choses. Hein, c'est l'objectif, quoi. Jamais rester sur ses acquis. Voilà. Bonjour, moi c'est Jean-Michel, donc je travaille avec Raphaël aussi chez Ethos Digital. Et je suis développeur, j'ai des bonnes connaissances de PHP et WordPress, mais je dois dire que je suis très intéressé ici parce que je ne connais pas très bien les nouveaux WordPress avec ce full stack editing et ce genre de choses. Je suis un peu old school, donc je suis très intéressé de voir comment ça se passe. À noter aussi que je pense que la plupart des personnes c'est des Français, nous moi et Jean-Michel, on est Suisse, on n'a pas trop le même langage que vous avez de réduction des mots, FSE, Gut et tout ça. Donc, vous pardonnerez si on pose des questions. On reste encore à dire Gutenberg, full site editing. Donc. Du coup, pardon, on peut en profiter pour resituer rapidement Gutenberg, comme ça tout le monde est OK. Gutenberg, c'est le nom du projet global. Et au sein du projet Gutenberg, il y a plusieurs projets. Il y a l'éditeur de blocs qu'on utilise pour éditer les contenus de nos sites, qu'on appelle aussi Gutenberg, mais qu'en réalité, on devrait appeler bloc editor. Et la deuxième partie du projet Gutenberg, c'est le full site editing. Donc voilà, Gutenberg, normalement, officiellement, ça englobe le tout. J'oublie peut-être des choses, mais ça englobe le tout. Mais nous, on l'utilise pour un petit peu tout, justement. Donc, assez souvent, quand on dit Gutenberg, on va penser à l'éditeur de blocs. Mais vu que le principe du full site editing, c'est d'utiliser l'éditeur de blocs pour les pages et le même éditeur pour les templates, on dit Gutenberg avec tout. Yes. Donc voilà. Donc, en général, c'est session. Il y a deux parties. Il y a une partie où on prend un ou deux sites, on voit un peu comment on les décomposerait en blocs Gutenberg. Est-ce qu'on utilise des options natives? Est-ce qu'on fait un bloc custom? Est-ce qu'on fait un style de bloc pour réaliser ça? Donc, on fait ça sur un ou deux sites. Et la deuxième partie, on essaie de faire en sorte qu'il y ait toujours quelqu'un qui nous présente quelque chose. Donc, aujourd'hui, ce sera pratique. Ce sera pratique qui nous présente Patrick. Ce sera Patrick qui va nous présenter, nous partager son screen pour nous présenter le truc de grid, il me semble. Ouais, en fait, il y a un nouveau système sur les groupes, en fait, sur le bloc groupe. En fait, on peut maintenant avoir un système de grid qui est pas actif par défaut. Il faut l'activer, mais il est déjà disponible, en fait. Il n'y a pas besoin du plugin Gutenberg ou des trucs comme ça. Voilà, avec un petit script, on peut l'activer. Et ça change la vie, en fait. Mais vraiment. Donc, c'est toi qui nous feras le petit topo là-dessus. Et en général, quand on a ça, on arrive au bout de notre session. Alors, si je fais ça, on va partager ça. Donc, bon, j'ai sélectionné plusieurs sites. À la limite, je vais vous les montrer et vous pouvez me dire lesquels est-ce que ça vous chauffe d'attaquer. Bien sûr, on a toujours un petit local qui tourne pour tester
pour tester les compositions en mode pour faire des blocs et voir si qu'on décompose, ça se réalise effectivement facilement. Donc on a celui-là en premier, que je trouvais assez intéressant, simple mais intéressant, qui peut être pas mal pour nos 3 nouveaux pour découvrir un petit peu le truc. Il n'y a pas une grande complexité, mais on a quand même de quoi s'amuser avec des petits modules comme ça. Pas si simple. Ouais, il peut être un peu fourbe. Il a un petit côté fourbe. Ensuite, on a ça. Bon, voilà, grosse photo. C'est quelque chose d'un peu plus classique, mais ça peut bien fonctionner aussi. Celui-là est plus simple. Celui-là est effectivement plus simple. On a ça. Voilà, qui peut ressembler à du site, site corporate carré, mais sur lesquels on peut déjà voir des blocs, soit des blocs courants, soit des compositions où on va créer des styles. Il marche bien. J'ai chargé la home quand il décidera. Voilà. Bien sûr, un truc comme ça. En plus, moi, je pense toujours à Dareth. Donc, en fait, dès qu'il y a du bento, je les mets. Parce que je sais que Dareth, le bento, c'est son truc. Voilà. Ensuite, on a ça. Crypto. Donc, le site Oula. de Sora. Il me semble que le caractère s'appelle aussi Sora. Il me semble. Ouais, il s'appelle aussi Sora. C'est sur Google Fonts. Donc on a ça avec vidéo, contenu, on est sur une grille un peu plus fat, un peu plus costaud. Voilà, bon, pas mal de contenu, mais il y a des choses potentiellement intéressantes aussi. On a Impolite. Bon, on est plus sur un mode portfolio, mais celui-là me paraît déjà assez avancé quand même. Ils ont fait des trucs un petit peu avec la nav qui, au lieu de faire une navigation fixe, ils ont fait une navigation qui se répète. C'est assez marrant. On a ça. Oh là là. De pire en pire. Ah bah voilà. Et on a la dernière proposition qui est celui-là. Donc, dites-moi par lequel est-ce que vous voulez qu'on attaque? Bien, ouais. Le site en micro d'arrête. Je pense qu'il y en a des personnes un peu débutantes, entre guillemets, hein, qui, Ouais. pour le premier, le 2 et le 3, je pense, sont plus adaptés que. Jean-Michel. Commençons par le fourbe, celui qui est fourbe. Celui. Le 2, il me C'est le deuxième, quoi. Le fourbe qui donne l'impression que c'est facile. Le premier, ça. Ça, c'est le premier. Le premier, alors. C'est le premier. Ah bah non, le premier. Non, le deuxième. Bah, le deuxième, alors. Le second, il me paraissait bien. Second, on voit de suite les blocs. Ouais. Quand tu le vois, tu as déjà dans la tête les blocs pour le faire. Alors bon, on peut attaquer celui-là. Est-ce qu'il y en a un quelqu'un veut se lancer? Je veux bien un petit exemple. Il y en a un qui se lance, qui a l'habitude de juste voir un peu comment ça fonctionne. Alors, si on arrête ou Patrick, il y en a un de vous deux qui veut montrer l'exemple? Vas-y, je vais faire le début, les 2-3 premières sections de la page. Vas-y, allez. Vas-y, remets l'écran parce que du coup, je suis pas sur le site, moi. Voyons voir. Déjà, je mettrai une cover. Alors, je vais juste reparcourir la home pour que tout le monde voit un petit peu pour qu'on se le mette. Je vais ouvrir un contenu ou deux. Ok, si je vois un truc. Ça. Comme ça, d'arrête, tu peux te préparer un peu. Bon.
quand les trucs chargent. Bon, contenu long, et je vais juste regarder une page un peu plus, ce serait un peu plus corpo. Tac, tac, tac. Si vous voulez regarder chez vous, onlystudio.co.uk. Allez, vas-y, arrête. Je te remets sur la home. Et t'es parti. Yes. Bon, du coup, déjà, il y a un header en sticky transparent et qui part au scroll. Je réfléchis juste ça rapidement. Et qui revient au scroll top. Ouais. Donc ça, de toute façon, dans tous les cas, moi je le fais et je le fais en JS, donc il n'y a pas de Gut natif pour ça. Parce qu'il y a quand même la Pour le comportement. Et pour le comportement qui s'enlève et qui réapparaît, non, effectivement, JS. Ouais, Sinon, pour le coup, là c'est un simple, on va dire groupe. À gauche, tu as le logo et à Ouais. droite, donc tu peux faire un alignement flex. Hein. Et du coup, à droite, un élément navigation. Voilà, Yes. tout simplement. Donc, Pour le tu m'as coup, dit un groupe. ouais, D'accord. Je te mets le groupe en header. Je te mets le groupe en full. exactement, oui, je vais pas préciser full. Et dans ce groupe, tu as le bloc site logo et tu as le bloc navigation. un space between, et puis c'est bon. Ouais. Donc, site logo navigation, je prends tous les deux. Je les unifie en row. J'ai le droit d'utiliser ces trucs-là, row et stack, parce que c'est l'équivalent d'un flexbox. Et pourquoi j'ai le droit? Parce que dans ce cas-là, le menu, on le ferait dans le template. Là où on disait depuis le début que si on est dans une page, on va éviter ça. Et là, navigation, j'utilise l'option par défaut du display qui me met le display. On va le mettre en 3 même, qui me met le display burger en mobile. Et surtout, ce row, si on regarde bien, je vais le mettre en wide, parce qu'en fait, si on regarde ce row, la largeur correspondrait plus à une largeur de grille large. Si par exemple, je regarde les valeurs par défaut, 620 ou 1280, on serait plus sur du large. Et on serait ça. Donc, si déjà, rien que pour ce truc, et pardon, ça, toute la section groupe, mes excuses, toute la section groupe on la stick. Et rien que pour ça, déjà, là, vous voyez qu'on a... bon, il n'y a pas de site logo. Attends, il est où? On a sample page. Ah, comme j'ai pas de site logo, il m'a considéré. Attendez, je trouve un truc vite fait. Je trouve un truc vite fait. On va mettre un screenshot à la con. Pendant que tu cherches, petite info, petit tips, quand vous voulez mettre le favicon sur le FSE que vous cherchez, en fait, c'est dans le site logo, le bloc site logo. Alors, c'est une option. Okay. Oui. C'est une option. Tu peux toujours le mettre dans personnalisé à l'ancienne, parce que moi, ce que je trouve problématique, c'est que parfois, ton site logo, c'est une image que tu as... Avec du texte, par exemple, en longueur. Ouais, exact. Et du coup, quand tu mets ça en favicon, c'est pas ouf. Oui, je suis d'accord. Souvent, j'utilise pas le site logo. Moi, j'utilise juste une image et que je mets un lien dessus. C'est rare que j'utilise ce bloc, en fait, pour le header. Alors, on va mettre, tac, quand l'image est chargée, j'en mets une autre. Donc là, on a un petit logo, et du coup, l'option dont tu parles, c'est celle-là. C'est Use as Site Icon. Ouais. Donc, si je le Use as Site Icon et que je l'update, vous voyez que là, normalement, quand je vais recharger, j'ai ma favicon là-dedans et il crop au milieu. Et là, vous voyez, donc on est sur le milieu, on est exactement sur ce comportement, et là, tac. Voilà. On peut skinner le menu, mais là, vous avez déjà le haut.
Ok. En plus, je te l'ai mis en sticky. Donc là, bon, on peut pas scroller, mais je te l'ai mis en sticky. Alors, vas-y, Darren. Ensuite, du coup, pour l'image, c'est un block cover avec une hauteur de 100 VH. Je me posais la question de comment faire passer le header du coup par-dessus le block cover. Bah, Là, en s'il est l'occurrence, sticky, le il plus passe, simple. hein. Ouais, mais au scroll, du coup. Sinon, il va être en dessous. Ouais, Par Sur défaut, une il sera en marge dessous. négative. Ouais. Ah non, tu passes en fixe. Tu passes Vas-y, en ouais. fixe, en fait. Le fait qu'il soit sticky, là, je suis sûr qu'il Normalement, est valable. il passe au-dessus, ouais, je pense. À tester. Tu Ouais, le pas passes- sûr, remarque. Non. Tu le passes en fixe avec un Z-index qui est toujours au-dessus, et puis c'est réglé, à mon avis. Lui, il est là, header, sticky. Ouais, du coup, Sticky. Donc lui, tu peux le passer en fixe. Et ouais, mais après, du coup, c'est du CSS. C'est pas native Gut, quoi. Enfin, Guttadar, quoi. ouais, bah après, de toute façon, tu dois passer par la case thème, étant donné que tu as du JS à placer pour le comportement. Ouais. Ok, bon, bah, c'est bon. Ouais. Ah, par contre, attends, il y a un truc qu'on n'a pas vu. Attends, Ah, ça disparaît la phrase. regarde. Ouais. Ah, c'est moi qui ai bugué le truc. Alors, si je fais ça, Ah, c'est parce qu'il j'essaie de le faire passer au truc suivant. Il y a un 1/3. Ah ouais, j'avais pas vu. En fait, Un slider. Ok, j'avais pas vu que c'est un slider en effet. Ah, c'est un slider. Non, c'est un slider qui marche grave pas bien. C'est des images de 4 Ah mégas, ouais. c'est pour ça. En fait, Ouais. tu cliques sur la moitié de droite, je pense. Même pas. Ouais, j'ai Bah l'impression non, que il marche pas bien. Putain, encore un truc de tu fais designer, View ça. Project, c'est bon. Et si tu cliques. Ouais, C'est le c'est dev ça. qui a mal fait son taf. Ah, je sais pas. Ouais, alors là, tu viens de tuer 3 UX. Ok, bon, si on enlève le fait que c'est un slider un peu mal foutu, restons sur la cover. Ah, c'est bon, j'ai compris comment ça marche. Tu swipes. Donc il faut cliquer Il et faut glisser. cliquer, déplacer. Ouais, c'est ça. Le clic Ouais, simple super. marche aussi. Hein. Bah du coup, ça n'existe pas en natif, le slider. Ouais. Dev custom. Hum, hum. Bon, si on le fait sans slider, parce que pour le coup, le slider est un peu, à mon avis, il serait sans doute à revoir. Le block cover que tu évoquais avant, on serait Ouais. comme ça. La seule question, c'est du coup, comment est-ce que, donc là, vous avez change content position dans le block cover, je ne sais pas si vous voyez, il y a ce petit bouton qui permet de définir à quel endroit est-ce que je veux que mon contenu il se place. Là, vous voyez que mon contenu il se place sur la gauche. Putain, je ne peux même pas sélectionner le texte. Ouais, c'est pas grave. On a un petit lorem ipsum. Donc, on a un truc comme ça. Et ensuite, on a. Alors, déjà, il est centré, je ne veux pas que ce soit centré. Et après, moi, j'aurais tendance à mettre un bouton. Hein. Voilà. On aurait un truc comme ça. Maintenant, la grande question, c'est comment est-ce que Dareth va faire en sorte que ce truc-là, il fasse un 100 VH de haut. Ah, ah. Parce que là, Dareth, pour l'instant, j'improvise, j'ai pas de but sous le coude. Attends, je regarde. t'as pas droit à Mais une tu peux régler classe. la hauteur, tu as une min 8. Ouais, Oui, tu dois non, avoir un truc comme ça. arrêtez de régler les trucs. Tu veux dire régler là-dedans? Oui, tu dois avoir un truc. Ah non, dessus. arrêtez ça. Ah oui, non, mais. Faut arrêter ça. Non, c'est sale. Un minimum Tu le 8. fais. Il te le fait? Ah ouais, il te le fait. Bon, allez, à la limite. À la limite. Franchement, ça me fait très mal de devoir faire ça. T'as quoi comme unité? T'as J'ai mis VH? VH. Ok. Ouais. Ça me fait très mal, mais allez, ça fonctionne.
Je le ferais comment, en fait, Geoffrey, si toi tu devais le faire, si tu Alors, n'aimes pas passer par ça, qui moi non plus, on va dire, moi j'aime bien aussi avoir des trucs un peu, c'est le point de vue. Après, je pense aussi point de vue aussi utilisateur, donc client, qui est derrière, il n'a pas trop envie d'aller retoucher, on va dire, ces informations qui sont de côté. Toi, tu ferais comment? alors moi, je vois que, en fait, en général, on a donc là le header, on l'a dans le contenu de la. Voilà, on est là. Donc le contenu de notre page, il est toujours dans le main. Donc lui, je vais le dégager. Et le header qu'on a fait avant, il faut que je le vire aussi. Non, c'est entry content. Notre contenu de page, il est toujours dans un div qui s'appelle entry content. Ça, c'est la classe qui te permet de détecter que tout ce qui est là-dedans, c'est ce qui est dans ton contenu. Donc, en fait, moi, ce que je fais, c'est que pour pointer ça en CSS, je lui dis, ça, c'est le premier bloc cover de entry content. Tout simplement. Et je lui dis, le premier bloc cover de entry content, ben, en fait, sa height, elle est à 100 VH. Et l'avantage, c'est que ça me permet de faire des bannières hero sur n'importe quelle page. Et je peux même aller plus loin, hein, au lieu de dire que c'est la première bannière, je pourrais dire que c'est la première bannière qui est en full. Parce que là, ce qu'on a fait, c'est que la bannière, on l'a mis en full, sur la grille full, qui prend toute la largeur. Donc ça me permettrait de mettre encore un filtre. Comme ça, je peux faire de la bannière classique. Mais je me dis, la première bannière qui est full de mes pages, ben en fait, la hauteur, c'est ça. Et l'avantage, c'est que si je fais, je sais pas, 40 landings, et que sur ces 40 landings, j'utilise ça, le jour où je change ma charte et que je veux plus ces 40 landings en 100 VH, ben, je vais pas le faire à la main, j'ai à le faire en CSS. Oui, en plus, c'est pas mal parce que si tu as des articles, par exemple, qui ont une image un peu cover, mais qui ne feront pas de la largeur, tout ça, ton système de wide ou de full permet de filtrer ça, quoi. C'est pas mal. Ouais, le wide et le full, c'est un filtre en plus, effectivement. Mm. Et là, on a, alors il faudrait juste, à l'intérieur, il faudrait juste régler la max width du container. Parce que là, vous voyez que ici, on est réglé, on est censé être réglé. Mais je pense qu'on peut le faire. Attendez, si je fais ça. On peut peut-être préciser pour ceux qui regardent tout ça. En fait, Gutenberg marche principalement sur des classes. Donc, tous les réglages qu'on va faire sur les colonnes de droite, tout ça, en fait, ça va rajouter ou enlever des classes. Et c'est grâce à ces classes qu'on va cibler en fait au niveau du CSS. Bien. Bon, là, il faut un peu jouer avec le. Il faut un peu jouer. Parce que là, bouton, je pourrais régler que c'est en wide. Et lui, allez, on va faire une tricherie. On va le mettre en H. On va dire que c'est un H, comme ça, je peux le mettre en wide. Et là, voilà. Là, on aurait le truc. Voilà. Yeah. Positionnement sur la grille wide. On a notre header en sticky, là. Je ne sais pas si vous voyez, qui est par-dessus. Et vous avez votre premier truc full qui est comme ça. Ouais, tu peux remontrer sur l'éditeur, Gut, ce que tu as fait exactement? Lui, je peux le dérouper. Un groupe. Et sur l'éditeur Gutenberg, j'ai simplement, là, j'ai mon groupe, j'ai mon header, mais ça, c'est censé être dans le template. Et en fait, je commence avec une cover full, basta. Cover full, dans laquelle je mets mon titre en wide et mes boutons en wide. Ok, mais tes boutons en white, ton texte en white, tu l'as placé où? Tu as fait le paramétrage? Sauf que je suis en train de faire en même temps l'éditeur. J'ai dû passer le texte en. J'ai dû dire que le texte, c'est un titre. Parce que le paragraphe n'a pas l'option wide, en fait. Ok. Ça marche. Mais du coup, tu es obligé de passer. Bon, Sinon ce que tu peux, si tu gardes en mode texte, tu peux faire une. Bon, c'est un peu triché, hein, mais tu fais une colonne de 1. Ok. Parce que le bloc colonne, tu peux le passer en wide. Lui, tu le reconvertis en paragraphe. Et tu le mets dans ta colonne. Voilà, ok. Moi, je me dis le cas de la personne qui veut un titre et puis un petit bout de texte avec derrière en full et il veut pas forcément que ce soit un titre, son paragraphe. Donc, ouais, c'est ça. Après, sur ce site-là, si on regarde, ouais, ça serait ça le H. Ok. Donc, je reste en texte. Et là, ça nous donne un truc comme ça. Ok.
Ouais, bah après, Tu peux peut-être le mettre aussi dans un groupe et tu règles la largeur par rapport au groupe. Tu rajoutes Bah, un groupe, regarde. tu le wraps dans un groupe, tu le mets, prends toute la largeur, Ok. le paragraphe, et puis après. C'est 2 colonnes. Et la première colonne, je te fous ça en 62. Et comme ça, ton texte est limité. Et comme on l'a un peu plus grand, je mets un texte en L. Et voilà. Là, on n'est que sur du natif. Et Tada. grosso modo, on a déjà Ok, un truc qui est prêt. c'est cool. Voilà. Next. Vas-y, arrête. Juste en dessous, ben, c'est 2 colonnes avec un texte et un bouton. Ouais. Ensuite, effectivement, il faut se dire que chaque section aurait un peu de margin top et margin bottom en haut et en bas pour automatiquement espacer les différentes sections. Est-ce que tu vois des je- sections, toi? Pardon? Tu vois des sections, forcément, toi? Ouais, moi je diviserais quand même. Tu vois, le premier bloc, Ok. c'est pas, ils sont pas marqués par des différences de couleurs, mais typiquement le bloc qui est juste en dessous, je suis en train de regarder si c'est pas, tu vois, ça serait potentiellement un CPT journal. Et Sur donc on la pourrait faire, première. ouais, donc on pourrait faire une query loop qui aurait cette mise en page Ouais. d'image à gauche Ouais. et ensuite Alors, titre et l'image à gauche, c'est autre chose. L'image à gauche, c'est un projet. ah c'est pas le même. Attends, c'est pas Ouais, lié. l'image à gauche, c'est un projet. En fait, si on Ah oui, regarde, il y a une loupe de projet. Les grandes Mm. photos, c'est une loupe de projet. Et ça, c'est une loupe du dernier article. t'as du ah ouais, autant pour moi. Je pensais que c'était du blog en bas. Tu vois, ok. Après, ce qu'on peut faire, c'est regarder ça. Ah. Et là, on voit qu'en fait, le dernier article, ils l'ont fait sauter. En fait, c'est le même truc, ouais. Donc ça c'est un peu. Bon, c'est un petit peu con quand même. Ouais, Même l'épisode section, 28. hein. Épisode 28, ça saute effectivement. Mais le Carousel dernier est vraiment article fort. qu'ils ont fait sauter, ça veut dire que c'est très probable que ce truc-là soit un bloc qui soit à un moment sur la page et qu'ils l'ont foutu en absolute ici, ou je sais pas comment. Ça se trouve, ils l'ont mis à la fin de la loupe, je sais pas comment ils. Voilà. Mais alors, si on prend le premier, on serait déjà sur colonne. Allez. On va utiliser un preset, ça va aller plus vite. On est à peu près sur du 66-33. On est sur un wide. Là, du coup, on avait Comme projet. le H1, Ouais, alors, ça, et le potentiellement mur. qui est écrit plus petit, quoi. Ensuite, on n'avait rien. Et ensuite, on avait les projets. Et du coup, la grande question, c'est. Si t'as un, en fait, c'est un paragraphe. C'est pas un chat et t'as un bouton. Ah oui, il y a un bouton. Après, ça veut dire qu'ils n'ont pas de H1 sur leur page. Attends, je vérifie. Tac. Si, dans le slider. Ils en ont 5 ou 6. Ah ouais. Yeah! Le slider, c'est des H1. Excellent. Bah, du coup, Ah, du c'est coup, dégueulasse. je vous propose qu'on reste ça comme ça, parce que sur une page d'accueil, c'est plus pertinent d'avoir le H1 sur la description de la boîte, plutôt que sur les projets. C'est une bonne agence, hein. C'est quoi? C'est une agence web? Le Non, site? je pense pas qu'il faut ouais, à mon avis. Ah, j'espère, hein. Non, je pense qu'ils font peut-être de l'archi. Stratégie et design compagnie. Ils Ah, font ça pas. va alors. Ça me rassure. Voilà. Bon. Et du coup, ici, après, on a une section qui n'est rien d'autre qu'un groupe pour Raphaël qui adore les containers. Oui. C'est une section dans laquelle on l'appelle Last Project. Et c'est une section dans laquelle on a le bloc qui s'appelle Query Loop, qui vient nous prendre allez, ça, par exemple. On a quoi? D'arrête. On a quoi? Bah, du coup, attends, je vais zoomer parce que je vois rien. Si on regarde ça, on T'as le aurait. titre, Ouais. l'excerpt et un bouton. T'as Ah, un ça bouton. dépend. Et toi, t'as un truc au-dessus que j'ai pas, j'ai l'impression. T'as titre, excerpt. Une Ah, catégorie, un truc comme bah, ça. voilà.
Moi, je ne le vois pas, la catégorie. Date, on s'en fout. Et la feature image. Tchac. Et là, dans la query, normalement, dans le post template. Bon, là, sur mon install, sur mon install, il y a rien. Donc, on ne peut pas aller dire on va chercher des articles ou quoi. Mais ce serait la query sur les posts de type projet. Journal. Et Ah oui, elle c'est à gauche. elle est en wide et ça sera très certainement, enfin, liste tout truc, ça on s'en fout. Voilà. Et après, est-ce que tu es d'accord, d'arrêter que il faut que le pattern des photos, il doit être défini, il est programmé en CSS. Oui. Grid. On pourrait même se dire que le pattern, en fait, c'est grid, on en met 2 par ligne. Et en fait, on vient juste détourner la taille du premier et du deuxième. Comme ça, le troisième et le quatrième, ils sont déjà gérés. Ouais. Donc, ça ferait ça en grid 2. Voilà. Et là, bon, il n'y a pas d'article, il n'y a pas les images, mais là, on a notre truc qui est là. Ici, bon, il a repris la page. Mais du coup, avec ça, on a les 4 premiers et on a les deux premiers à manipuler en CSS. Ce qui nous amène à ce bloc news, donc qu'ils ont fait dégager sur mobile. Si on veut reproduire exactement ce truc, display none, hein, ok. Mais la grande question, c'est surtout où est-ce qu'on le positionnerait, ce bloc, dans notre éditeur. Donc, ce bloc, on utiliserait aussi le bloc query, sauf qu'on ferait une query sur les articles et on ferait une query de un élément sur les articles, triés dans l'ordre de dernière publication. Voilà. Et en fait, si on y regarde, on pourrait l'avoir comme ça. D'arrête, t'es d'accord? Pas d'accord? Regarde. Ouais. Dans le sens où, tu sais, c'est dans le même conteneur. Ça veut dire que ça, en fait, on peut le manipuler et on peut le faire passer en absolute. Et qui va passer en absolute par rapport au conteneur initial. Non. Vas-y, remonte ton conteneur. Mon conteneur, c'est ça. Je ne sais pas si vous voyez mon outil de capture. Ouais. Mon conteneur, c'est ça. C'est le conteneur dans lequel j'ai ma query loop que j'appelle. Non, je ne peux pas Ok, renommer. ouais, c'est bon. Ouais. Ça, c'est mes last projects, en fait, qui sont dans le conteneur last. Et dans ce même conteneur, je fais une autre query en dessous, une query qui va me choper un seul élément de type news. Avec les éléments qu'on veut dedans. Et en fait, cette query-là, si j'enregistre, à la limite, cette query, je peux lui mettre une classe. Et du coup, moi, ce que je veux, c'est que si je vais dans mon code source, j'ai une première, j'ai ma section, là, j'ai un premier bloc query qui va concerner mes derniers projets. Là, j'ai un deuxième bloc query dans lequel je vois que j'ai ma classe news, ici. Et c'est ce deuxième bloc query que je vais positionner en absolute. Donc, c'est lui, par exemple, je lui mets border. Donc là, j'ai mon query de base et là, j'ai mon. Et c'est lui que je viens mettre en absolute, quoi.
Bon, il faut juste que je le positionne. J'arrive, hein. J'essaie de faire vite. Yes. Tchac, et lui, il est là, et il faut juste un with. Voilà, par exemple. Et là-dedans, dans celui-là, là où j'ai mes projets, bah en fait, on dit que le premier item, il fait. Là, j'ai mis l'item bleu, je l'ai mis à 33%. Donc, le premier item, là, ils vont certainement dire qu'il fait, je sais pas, imaginons 60, celui-là. Le deuxième, 100. Et les troisième, quatrième, on n'y touche pas. Et ce truc-là, il est positionné en absolu. Et normalement, voilà. Si on veut vraiment sécuriser, on met une hauteur minimum sur chaque boîte de projet. Mais voilà, on serait sur un truc comme ça. Et d'ailleurs, je me suis trompé. Attendez. Celle-là, il la faut en wide, pas en full. Parce que là, vous voyez que je me suis mis en full, donc il me fait un absolute par rapport au full, qui est là, sur le bord de l'écran. Moi, je veux un absolute par rapport au wide pour qu'il reste dans la grille. Donc ça veut dire que la section last, il faut la mettre en wide. Bon, là, ça va tout péter, hein, mais je change la classe. Voilà. Est-ce que nos nouveaux techniciens fraîchement arrivés commencent à voir un petit peu, Le fonctionnement. ce truc-là? Oui. Ouais, Moi, ouais. j'ai pas compris cette histoire de positionnement absolu et pourquoi c'est pas simplement on le cache en mobile avec une media query. Ah bah, en fait, c'est pour positionner cet élément-là au milieu du flux du listing projet, c'est pour ça. Ah, parce qu'il est au milieu. J'avais pas vu qu'il était au milieu. Ouais, il y a projet, news, projet. Donc, Ok, c'est pour ok. Ouais. Et là, du coup, Mais effectivement, on arrive à ça. mais effectivement, après, je pense que l'étape d'après de Geoffrey, ça aurait été de prévoir une media query pour le masquer en mobile. Ouais. Mais là l'idée, c'était de le positionner comme au milieu d'une query loop d'articles. Ouais. Mhm. Tout à On fait. aura, Et on là, au milieu, tu peux répéter juste le fait que le premier soit à 60, on va dire 60%, que le deuxième soit à 100% et que les deux autres soient à 50%. ça, c'est en CSS. Ça, c'est en CSS pure où tu vas te pointer dessus CSS, exactement tu les dis, éléments. ouais, parce qu'en fait, Ok, le ça listing marche. d'éléments, c'est toujours une UL. Donc, tu peux dire Ouais. la LI 1 Ok. et la Ouais. LI 1, sa largeur, c'est 2, c'est marche. ça. La LI 2, sa largeur, c'est ça. Ok, je pensais Et- que tu avais l'idée de faire autrement une autre chose, mais non. Ok. Non, alors moi, D'Arrête connaît un petit peu avec quel texte j'ai bossé il y a longtemps. Bah, toi aussi d'ailleurs, hein, avec Florian. Avec Florian, il y avait une règle que j'utilise encore beaucoup aujourd'hui, c'est le moins de spécificité possible. Donc, en tout cas, ça me concerne moi. Je mets une classe que à partir du moment où j'ai pas le choix. Là, pour pointer que l'élément 1 et 2, il fasse cette taille, je peux me démerder avec des pointeurs CSS, donc je ne vais pas mettre de classe. Ça marche. Ok, non, mais c'était juste savoir s'il y a une subtilité du temps plus, si on peut faire des trucs. Et là, non. Après, on a envisagé rapidement la piste grid, c'est-à-dire que par défaut, on fait 2 colonnes, mais derrière, on aurait pu dire qu'il y ait sur la ligne 1 ou la ligne 2 un call span et voilà. Bon, après, voilà, en grid, ça peut se gérer aussi. Ouais. Et du coup, tu reviens plus sur du paramétrage, alors que là, le côté CSS, tu te débrouilles comme un regard. Oui, du coup, le fait de retoucher, si tu as besoin de rechanger le colonnage, tu changes juste dans le CSS. C'est l'avantage, c'est ce que tu trônes un peu. Parce qu'en fait, si tu prends le point de vue d'un éditeur de contenu, l'éditeur de contenu qui va mettre à jour son site dans Gutenberg, en fait, lui, son job, c'est pas de faire du layout, en fait. Lui, son job, c'est de dire que ma query loop, je la veux et c'est de dire qu'il veut afficher. L'objectif, c'est je veux afficher 4 projets, en fait. Après, la maquette a défini comment est-ce que ces projets sont affichés. Et peut-être qu'en maquette, il faut définir un pattern qui va jusqu'à 8 projets pour voir jusqu'où on irait. Mais on procède de cette manière parce que, point de vue client, tu veux juste
mettre un bloc qui appelle tes projets. Ouais, Après, tu veux juste que ça soit joli et puis après, le design, c'est pas ton problème, quoi. C'est que comment ça il soit joli. s'affiche, c'est censé avoir été anticipé quand tu fais un thème sur mesure, quoi. Ok. Donc on a ça ici. Vas-y, arrête. Je te laisse reprendre, me guider. Ouais, on en est quoi? Donc il y a From the Journal. Bah, 2 colonnes. Et ensuite, dans la colonne de gauche, c'est un titre, j'imagine, de From the Journal. Hop, hop. Ah, ça, c'est moi, comment ils ont géré ça? Il disparaît en mobile aussi. Ah ouais? Putain, Ouais. faut que j'arrête ça. Alors, juste pour info, petit tips, quand vous faites des query loops, quand vous faites. Bon, là j'ai pas plusieurs types de postes. Mais quand vous faites des query loops, c'est à vérifier, hein. Mais il me semble que sur un projet, ça m'était arrivé. Quand vous faites une query loop sur des pages ou sur des articles ou sur un CPT, en fait, dans l'UL, ça vous sort une classe sur le type d'article que c'est. C'est cool. Ça veut dire que vous pouvez, si là ça vous sort une classe post, vous pouvez directement dire que les posts, ils ont tous ce truc avec la bordure haute, parce que là aussi, il a une bordure haute, en fait. Et si vous voulez vraiment que tous les posts se ressemblent tout le temps, en fait, il y a un truc encore plus simple, c'est que dans le post template, vous faites ça, ça, et vous en faites un bloc réutilisable, synchronisé, et loop, article. Et partout où vous avez des articles, bah, vous reprendrez ce bloc réutilisable et vous êtes sûr d'avoir des articles qui sont affichés tout pareil. Donc, d'arrête, tu me disais. 2 colonnes. Donc en largeur large, quoi. Wide. Wide, tout à fait. On m'a dit de parler suisse. Les Suisses. On était déjà en H2. Donc, journal, et là, on est d'accord, je vais copier ça parce que c'était des news. Comportement bizarre, ils font disparaître la colonne de gauche en mobile. Faut pas l'intérêt. Franchement, je pige pas leur truc, hein. Et là, bah, pareil, dans ta query loop, bah, du coup, 2 articles par. Tac, Voilà. en grid, 2 articles l'un à côté de l'autre. Bon, après, il faudra modifier là-dedans. Ils n'ont pas d'image dans leurs articles. Donc, on va le faire sans. Et pour matérialiser qu'il y a une séparation, on va aussi rajouter un petit before. On va rajouter un séparateur juste pour matérialiser la différence. Donc là, vous voyez, j'ai touché un bloc réutilisable ou pattern. Donc, il me dit, est-ce que tu veux le mettre à jour lui aussi? Je le mets à jour. Et là, on a notre nouvelle, on a la colonne qui est là. Ah oui, bah, du coup, forcément, on me fait sauter le truc que j'avais en absolute. Mais on voit que là, il y a ça avec bordure, ça avec bordure. Après, le reste, c'est du CSS. Si vraiment je veux. Si vraiment je veux faire les choses bien, je fais ça. Et là, il y aura la deuxième news. Et après, le footer, bien sûr. Donc voilà, on va continuer là-dedans. Je regarde le temps aussi. Et là, du coup, alors déjà, est-ce que c'est clair pour tout le monde sur cette première page? Yes. C'est OK. Ok. Ouais. Là, Darrête, je te propose de nous découper cette deuxième page. On va pas la refaire dans l'éditeur. Là, c'était plus pour l'exemple. En mode, moi, je vous conseille vraiment, quand vous faites cet exercice de découpage, d'ouvrir un éditeur à côté, de commencer à jouer, et puis de voir si vous détournez le natif ou pas. Là, vous voyez que, mis à part le JS pour le header, en fait, tout le reste, on utilise. Là, d'ailleurs, je vais virer ce truc parce que je me sens pas bien. Hop.
On n'utilise que du natif et après on va surcharger avec du CSS. Mais pour notre utilisateur, potentiellement, là, on a tout fait avec du natif. Ouais, Geoffrey, j'avais une question. Quand tu dis surcharger du CSS, donc tu vas pas mettre de classe dans les blocs ou bien les groupes que tu as fait, c'est que Le tu vas moins aller possible. vraiment le moins possible. Ouais, Ouais. donc c'est un peu ça. En fait, je comprends des fois qu'on a peut-être pas forcément le choix d'en mettre pour certains blocs un peu plus spécifiques, mais l'idée, on va dire, c'est vraiment pour moi, on va dire, et le point de vue aussi par rapport aux clients avec qui on travaille, ils comprennent pas à cette façon les classes, tous ces paramètres qu'il faut mettre sur cette colonne de droite. C'est très complexe, c'est Ça trop sera pas compliqué. passe hôtel, hein, Raphaël. Non, j'espère bien parce que alors, celui-là c'était vraiment l'enfer quoi. Celui-là, Ah, bien sûr. et celui-là, on a dû faire un site, mais c'est pas Nicolas qui l'avait fait, c'est un autre développeur. Il a utilisé aussi tout le truc des blocs Gutenberg, mais il y a des classes dans tous De les blocs, partout. de partout, et c'est juste horrible à travailler. Je veux dire, c'est plus possible. Au même titre qu'après, on en avait fait aussi avec Nicolas où on a des concaténages de containers, et puis là aussi c'était un peu l'histoire d'un peu éviter. Donc en fait, c'est dur, mais je veux dire, tu cibles comment, on va dire, tes blocs après quand tu fais le CSS derrière? Bah, tu les cibles en. Comment dire? Ces blocs-là, tu les cibles parce que tu peux cibler une bloc Sans mettre de query. classe, hein, c'est ça surtout qui est Sans mettre de classe, en fait, tu fais ça, c'est un bloc query, donc c'est une UL qui, tu ne saisis pas de classe, mais elle génère une classe parce que toi, tu as choisi un type de poste. Donc, tu sais que toutes les listes qui ont le type de poste article, tu vas les skinner de cette manière-là, en fait. Ok. Et effectivement, l'objectif, je te confirme, c'est que ton client, quand il saisit du contenu, il est le moins de choses à faire. À la limite, ce qu'il va devoir faire, c'est dire son texte qu'il a là, s'il le veut plus grand ou plus petit, il va cliquer. Mais si ton client doit sélectionner à un moment une forme de layout, en fait, ça sera simplement à base de clics sur la typographie, tu le veux en L, en M, en XL, voilà. C'est ça. Ouais. Donc c'est en mode ultra, il faut que ça reste le plus presque bidon possible pour eux. Donc, ça, on est Après, d'accord, tu peux tout régler toi-même après les XL, tu peux tout spécifier toi-même à l'avance quelle taille ça va être. Dans le D'accord. temp.json, ouais. Ok. tu as l'alternative Euh, aussi du coup de la variation de bloc, on en parle aussi quasi à chaque épisode, Ouais. qui permet de faciliter l'expérience utilisateur. Il n'a pas de classe à rajouter. Dans l'interface Gut, ça correspond à un bouton et il choisit son style du coup de type de bloc. Ouais. Oui, le register style. Oui, registre ça. Ouais, register style. Ça, c'est pas mal pour tout ce qui est boutons, tout ça, paragraphe, si tu veux des trucs plus courts, tout ça. Après, moi, quand je fais des trucs très complexes, je peux c'est ce qu'on a là. Vas-y, Patrick. C'est ce qu'on a là. Parfois, quand on sélectionne un bloc, il y a un truc, il y a une boîte qui s'appelle style. Et on a juste à cliquer pour choisir la gueule qu'il a. Voilà, c'est ça le register style. Vas-y, Patrick, je te laisse. Ouais, il y a le register style, et puis après, on peut pousser encore plus le truc en faisant des variations de blocs, où on peut rajouter des switches, tout ça, pour ajouter des choses. Moi, ce que je voulais dire, en fait, c'était que quand tu as des choses un petit peu complexes, comme là, le système là, qui nous faisait voir, et qu'il faut mettre des classes, etc., que ça devient un peu complexe pour le client, c'est clair et net. Même des fois, pour nous, on oublie la classe. Merde, j'ai mis laquelle. En fait, il faut faire des compositions, en fait. Il faut faire des patterns. Tu fais tout ton truc et tu sauves ça en pattern, donc sur un fichier, hein, généralement quand tu fais ton thème custom. Et après, le client, il a juste à prendre le pattern et à le glisser dans la page, en fait. Et il n'a pas besoin de s'embêter à refaire le truc. Non, en principe, on procède aussi un petit peu comme ça. C'est juste pour voir plus ou moins après comment ça se compose les choses. Je veux dire, après, c'est clair que moi, c'est pas moi qui fais les développements, mais c'est juste des fois, j'essaie de comprendre vraiment la logique des choses. Comme ça, moi, j'ai besoin d'avoir une compréhension technique derrière aussi, quoi. Ouais, c'est clair. Ok. Bon, l'heure tourne. On va lancer d'arrêt sur cette deuxième page. Non, tu veux pas laisser faire du coup justement les nouveaux là? Allez-y. Non, Si quelqu'un veut s'y essayer. Ah, allez. Allez, je veux bien essayer. Pierre, la première. Donc, je vais parcourir la page. Je redonne du contexte. Là, on est très certainement, si on devait le faire dans WordPress, on serait sur un custom post type de type projet, sur lequel on mettrait des taxonomies. Très certainement des taxonomies qui seraient catégories, là, type en mode intervention, branding, stratégie, web, etc. Et là, ok, on n'est pas sur une grosse page de contenu. On devrait s'en sortir. Ok.
Vas-y. Question sur les archives. Les pages archives sont gérables avec FSC? Oui. Cool. Ça, work, j'y vais, c'est très certainement une page archive. Ouais. En fait, la hiérarchie des templates reste la même, en fait. Donc, au niveau des Ouais. templates, c'est la même chose. Donc, tu as un Et- template, et- archive, tout ça. Voilà. Et là, tu vous peux le avez faire, vu que- tu peux le faire dans l'interface directement. Ouais. Du coup, Oui. ça, c'est Ouais, cool. ouais, en fait, alors, alors je me permets, quand tu as une query loop dans une page archive, dans un template archive, c'est là où il faut cocher hériter de la page. Parce qu'en fait, c'est là où la query de la page, donc de l'archive, va automatiquement, enfin, la query loop va hériter de cette query et du coup va afficher les archives qui correspondent à la bonne page. Ok, ça marche. Et là, vous voyez, donc là, je suis sur l'archive des projets. Vous voyez que sur la home, on a fait le bon choix de se dire que c'est une query loop de projet en 2 colonnes et qu'on manipule que le 1 et le 2. Parce que là, on est sur la page archive et on voit que sur la page archive, par défaut, c'est du 2 colonnes partout. Donc là, dans l'ordre d'intégration, on aurait d'abord intégré cette page-là avec le query loop classique des projets. Et après, ce query loop de projet, on l'aurait mis sur la home et on aurait traité les 2 spécificités du projet 1 et 2 sur la home. Ok. Alors, que nous dis-tu? Là, est-ce qu'on pourrait repartir sur le bloc cover qu'on a utilisé tout à l'heure? Pourquoi cover? Ouais, pourquoi pas, mais ouais, sinon un bloc image en full, hein, après, simple. Ok. Il y a pas- Le cover, en fait, l'utilité du cover, c'est pour mettre un texte à l'intérieur. Toi, tu l'utiliserais, grossièrement? Alors, regarde, si tu mets un cover vide, la problématique que tu as. Si tu mets un cover vide, la problématique que tu as, c'est qu'il te met le. Si tu mets ton média, il te met ton filtre à chaque fois. Donc ça veut dire que tu dois à chaque fois le désactiver. Ok, ouais, non. Vraiment, Ça garde marche. le champ. Ok. Ouais, non, du coup, il vaut mieux rester sur une image simple qui est en Et full. je vais aller au-delà de ton bloc cover. Tu as un bloc Ouais. qui s'appelle. Tu as un bloc qui t'affiche la thumbnail du post. Ok. Ok. Feature d'image. Ouais. Tu m'as dit en full. Ouais. Ok. Après, est-ce que ce serait pertinent de mettre la featurette, sachant qu'elle peut être utilisée aussi sur la liste des loops et c'est peut-être pas aussi joli, quoi. C'est peut-être pas le bon format. À voir. On était sur ça. Ouais. Ouais, effectivement, c'est une image parce que c'est pas la même. Voilà. Du coup, bon, une image, ou après, au pire, on pourrait très bien mettre un champ. C'est possible d'utiliser un. Non, avec le bloc Gutenberg, on peut pas utiliser un ACF directement, on est obligé de mettre une image classique qui est gérée. Après, Est-ce qu'on peut lui faire dynamiquement utiliser bah là, la seule image que tu as intérêt à utiliser dynamiquement, c'est la thumbnail. Ouais. Là, si on a une image, si c'en est une différente, tu la laisses éditer dans le contenu. Hein. Ok, voilà, ok, Ah. ça march. Ça marche. Du coup, une image en full. Après, on va utiliser un colonnage en Y, je crois que c'est ça. Yes. Donc colonne Yes. wide. Ouais. Alors, du coup, je vois qu'il y a un bloc à gauche. Ouais. Je vois qu'il y a un bloc à gauche dessus. C'est ce que je vois. Ouais, là, on voit, il y a comme un bloc à gauche. On dirait un peu comme les catégories, on dirait des catégories dans lesquelles ça se trouve le projet, on dirait. Ouais, catégorie ou tag. Ouais, des catégories, ouais. Même dans leur code, c'est catégories. Donc, il y a un bloc un bloc de gauche avec des catégories sur on va dire, un 80-20, 70-30. C'est un bloc qui existe, hein, qui s'appelle catégorie. Ouais, qui va lister les catégories qui sont associées au projet, quoi. Exact. Ok. Et après, ça va être certainement le titre. Le titre du projet. C'est markup, là, il est horrible chez eux. Ils ont même pas de H1 ici. Oh la vache. Alors, je pense que ça, c'est l'excerpt, à mon avis. Tu sais pourquoi? Ouais. Parce que si tu regardes le title de la page, il y a Cardiff University qui, à mon avis, est le titre du poste.
et Together in Progress, à mon avis, s'ils l'ont là-dedans, c'est qu'ils le choquent quelque part. Donc, Mm. ça peut être soit l'excerpt, soit. Ouais, ça pourrait être l'excerpt, tout ça. Parce qu'en Ouais. plus, si on regarde là, on l'a ici. Ouais. Donc, on est bien sur l'excerpt. Qu'on peut traiter en H1. Oui. Du coup, l'exerce, après, c'est ouais, un petit paragraphe simple. Yes. Après, on est sur une image. Enfin, c'est une Alors, image. C'est une vidéo en plus. C'est une vidéo en full. tu Enfin, vas, en wide. tu vas juste un petit peu vite. C'est un paragraphe auquel Ouais. on a quand même sélectionné une taille. Ouais. C'est comme ce qu'on a fait là. C'est un paragraphe sur lequel ils auraient mis c'est du L ou du M, par exemple. Ouais. Ouais. Ça marche. Ça marche après une vidéo en wide. Simple. Ouais. Utiliser bloc natif. En dessous, on a encore une colonne. On a un colonne en deux, 50-50 avec rien à gauche et à droite un paragraphe en M, logiquement. Ça a l'air d'être la même taille que le 40 au-dessus, que la Ouais. première partie. Euh, Alors, derrière, je t'arrête ouais. juste une seconde. Là, petite réflexion au design. Donc là, tu m'as dit 2 paragraphes qui ont la même taille. Là, j'en vois un troisième, un quatrième, ils ont toujours la même taille. Et en fait, je me dis que ça se trouve, ce qu'on peut faire, c'est se dire que sur les singles, Ouais. les tailles par défaut des paragraphes, bah, c'est plus la taille par défaut, c'est M. Comme ça, notre utilisateur, il n'a vraiment pas besoin de choisir la taille, on l'automatise en CSS. Est-ce qu'on peut, comment pour automatiser le fait que tu vois, la structure, elle est toujours la même, c'est toujours le texte à droite et 50%, ça on pourrait l'automatiser ou il y a des. Ouais, tu peux dire que dans un contexte de single, tes paragraphes, ils ont toujours un padding left de 50%, par exemple. Ouais. Mais que du coup, les paragraphes qui sont situés dans une colonne ne l'ont pas. Comme ça peut te ça te laisse libre de faire du Ouais. colonnage. D'accord. Et ça te permet de faire ça sans avoir besoin de t'embêter avec des colonnes. Ok. Et là, le pattern ne servira à rien. Si on vraiment veut mettre un client à un bloc, on a déjà tout préparé, il n'y a pas à s'embêter. C'est-à-dire, Dans le sens où on lui prépare déjà le fait qu'il rentre son texte, ça se met tout seul à droite. C'est plus ça, en fait, la question. alors, Toujours la même. je sais que d'arrêter aussi designer, je ne sais pas ce qu'il en pense. Moi, je pars du principe que si on définit que c'est charté comme ça, si ça peut simplifier la vie de l'utilisateur, go. Hein. Qu'est-ce que t'en dis? T'arrêtes? Oui, bah, tout ce qui simplifie la contrib, je suis d'accord. Après, faut aussi mesurer sur, tu vois, je veux dire, comme tu as cité tout à l'heure l'exemple du le jour où on change et que du coup, tu as juste une règle CSS à changer et ça change d'un coup les 40 contenus, c'est vrai que bon, faut aussi penser comme ça, quoi. Ça dépend vraiment du contexte. Si c'est un truc à la marge et qui peut se modifier manuellement, autant pas se prendre la tête, mais sinon, tu laisses tout faire sur sur Gutenberg. Et sinon, effectivement, si ça peut toucher plusieurs contenus, oui. C'est ce Ok. qu'on avait fait à l'époque sur ce site-là. Donc, si on va sur un projet, on a exactement le même délire. Donc là, c'est de la colonne, mais quand c'est hors colonne, là, c'est de la colonne. Et quand il y a du texte, je ne vais pas en trouver, merde. Quand il y a du texte hors colonne, ils ont mis des colonnes partout, 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 ok. Quand il y a du texte hors colonne, pardon, quand il y a du texte hors colonne, il vient dans cette partie-là, automatiquement. Bon, là, j'ai pas le bon projet, je pense que c'est tombé dessus. Mais c'est un truc, ça se fait bien, on l'avait fait sur ce site-là. Ok, et Nicolas, du coup, comment tu gères tous ces trucs d'image ou de médias? Ça, c'est une image, hein, je vous rassure. Alors, Ça je pourrait être une remonte. image, mais j'aurais envie de le traiter différemment qu'une image.
Parce que ouais, c'est des images en plus. C'est moche, c'est dommage. C'est des images, ouais. C'est que des images. Ça, on pourrait le traiter différemment. Si tu mets. Ouais, là, on parle de ce bloc avec. Où c'est le bloc rouge. Hein. Ouais. L'image au-dessus, bon, c'est une image, on la pose, voilà. Mais celui-là, j'aurais fait une colonne un peu. Si on part sur un colonnage un peu comme Flex, on met une couleur à gauche sur le fond, sur la colonne de gauche, on met le texte en blanc. Après, la seule chose, c'est voir à l'intérieur comment on va faire pour en sorte que on va dire le titre du bloc soit en haut et que le texte se mette tout seul en bas. Mais ça peut se gérer avec aussi les. Je sais pas le truc en tête, mais je vois avec l'espacement, on va demander que cette partie-là va aller en bas et l'autre va se mettre automatiquement en haut. On pourrait dire que dans un contexte de colonne, Ouais. ton H2 ou ton H3, l'élément qui suit ton H2 ou ton H3, il a un margin top super fat. Ouais, super fat, mais on pourrait pas. Non, ça ne marcherait pas ça. Si on faisait en sorte que par Flex, on lui demande, il y en a un qui est un élément qui prend en full, un élément qui va rester au début et un élément qui va rester en bas. Comme ça, l'espacement de la margine, elle se fait automatiquement. On se prend pas la tête en mettant une grosse marge de bottom de bourrin. Un flex colonne avec un space between. Ouais, c'est ça. Voilà. Et à droite, bon, après, à droite, c'est une image, quoi. Et comme ça peut peut-être s'adapter ça peut peut-être s'adapter à l'image qui est à droite. Comme ça, on a un colonnage, on évite d'avoir un effet, d'avoir une image parfaite et le texte, peuvent en mettre moins, ça marchera toujours. Il y aura juste un espace qui sera plus grand. Alors là, par contre, si tu veux faire ça, ça implique, si tu restes sur un bloc colonne, parce que tu as vu aussi l'option du bloc média et texte. Et ce que je regardais en mobile, c'est si cette partie rouge reste au-dessus en mobile de la photo à droite. Donc, colonne marche. Mais tout ce que tu dis, là, tu vois, tu es en train de lister des spécificités assez claires. Donc, ça voudrait dire que tu vas faire un register style appliqué au bloc colonne. Et c'est ce register style qui va dire, enfin, soit tu le fais avec un register style, soit tu le fais en pointant une colonne, parce que le bloc colonne, c'est ta colonne au pluriel, et dans le colonne au pluriel, il y a 2 colonnes au singulier. Donc, tu pourrais pointer ça en disant une colonne au singulier qui a un fond, on peut le pointer parce qu'il y a une classe qui s'appelle add background qui est générée. Une colonne au singulier qui a un fond, ça, c'est ton pointeur, et dans ton pointeur, tu mets ton comportement. Ok. Ça marche. Parce que ça se trouve, c'est rien d'autre qu'une marge qui est ici. Ouais. Et c'est la largeur de la colonne à côté qui est réglée pour qu'elle soit égale à la colonne rouge. Et l'image dedans, elle est en cover ou elle est en, tu vois, Ouais, ça marche aussi. Ouais. avec un object fit, par exemple. Ouais. Ça marche aussi. Ouais. Bon, là-dessus, typiquement, il y a plusieurs. Ouais, il y a plusieurs méthodes. Après, ça n'a plus plus. Les colonnes, ça peut bien marcher. Il y a déjà tes gaps qui sont là, machin, truc. Ouais, si tu. Dans le sens où s'ils mettent pas forcément un object fit ou un cover, là au moins on sait que ça marchera, quoi. Ouais. Ok. La partie dessous, bon, c'est la même chose, hein, c'est toujours la même chose, c'est une image qui est en full. Donc les images, parfois ils les mettent en full, parfois ils les mettent dans des colonnes. Okay. Ouais, si ça a le même fonctionnement, il est le même. C'est quasiment le même. Mon PC a frisé. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui changent en fait? Est-ce que cette page elle ressemble là-dessus, le reste, c'est bon. C'est le reste même, hein. C'est le même comportement. Ça, c'est classique. Le même layout après. Les marges, elles sont hyper facilement identifiables. Ouais. C'est toujours la même chose. S'il y a peut-être un moment où c'est une mini-image, là, à la fin, il y a ce truc. Ils ne sont même pas embêtés, ils ont mis quasiment des images, ils ont mis un carré d'images, ils ne sont même pas embêtés à faire un bloc au-dessus où c'est marqué, où il y a l'article de journal et School of l'école d'architecture, ils ont quasiment fait une image avec 4 grilles. Bon, c'est une page même relativement cool parce qu'il y a plein de vidéos qui sont natifs dedans, ils sont balancés là-bas dedans, donc d'un point de vue performance, c'est pas génial. Juste quand on a un design comme ça demande quoi? Que les images soient tout le temps au bon format et la bonne taille. Pas forcément. Balancer une image qui est genre, mettons comme ça, de 2500 sur temps, dans un ratio qui est juste, et puis tu peux la balancer là-dedans, mais elle doit vraiment avoir la bonne taille pour les poser dans ses blocs. Alors là, tu es sur un portfolio, donc
là, je suis plutôt sûr que l'agence a sorti des images pile poil à la bonne taille. Quand Oui, ça se voit déjà, ouais. ça, c'est certain. Après, si ce n'est pas le cas, si c'est un contributeur client, tu pourrais très bien dire que là, tu es dans le cadre d'un projet. Donc, quand tu es sur une fiche projet, les colonnes, tu pourrais très bien dire, je mets dans chaque colonne des images de taille différentes, mais chaque colonne prend la hauteur de. Enfin, si tu as une colonne l'une à côté de l'autre, ça, par exemple. Oui, Si les images ont des tailles différentes, tu pourrais très bien dire, les deux colonnes prennent la hauteur de la colonne la plus grande. La colonne la plus grande elle est générée par quoi? Par l'image la plus haute. oui. Et sur la colonne la plus petite, en fait, la hauteur de cette petite colonne, elle est allongée forcément. Et tu pourrais très bien te dire, en fait, cette image, du coup, elle prend 100% de la hauteur de la colonne et elle est avec un objectif en cover. Ok. Mais si tu veux harmoniser les choses et puis que tu dis que voilà, tu as des clients qui vont mettre des images qui ne sont pas forcément toutes les mêmes tailles, mais tu vas avoir une différence entre des fois des connexions plus hautes, des connexions plus basses en fait. Mais sinon, tu as une possibilité de pouvoir setter, dire voilà, toutes les colonnes que tu poses là-dedans, je veux dire, les tailles des images sont croppées à l'intérieur, mais elles font toujours cette même hauteur. Tu peux, ouais. Tu peux très bien te dire que tu peux. Il y a un truc qui s'appelle Object Ratio. Je ne sais pas si ça s'applique aux divs. Ça s'applique aux images. Ça se trouve, ça s'applique un petit peu à tout. Non, Mais c'est tu que peux sur l'image, il me semble. définir des ratios spécifiques pour te dire que dès qu'il y a des images en deux colonnes, les deux colonnes font 100% de large, mais la hauteur de ces deux colonnes, c'est par exemple du 3/4, par exemple. Mhm. Tu peux définir, je ne sais pas si ça marche sur les colonnes. Si, ça marche, ouais, pardon, je crois que tu parlais du truc des images de Guimbert. Oui, ça marche sur les divs. Tu peux utiliser ça pour te dire que c'est aspect ratio. Pardon. Ouais, parce que si tu veux, c'est toujours un peu la difficulté, c'est toujours les images, quoi. Les images, c'est très compliqué parce que les personnes, déjà, certains clients, eux, ils savent pas comment créer leurs images, ils savent pas comment les découper. On a encore l'autre problème qu'ils savent pas comment les compresser non plus. Et puis qu'on s'y commence à balancer certaines images et puis que du coup, ça fait un patchwork de taille et de hauteur et tout ça, ça devient compliqué. Ils n'ont pas toujours la possibilité de demander à un designer de les faire pour eux et souvent ils veulent les faire eux-mêmes. Et c'est pour ça, je veux savoir si c'était possible de respecter toujours un peu un même layout qui est toujours un peu la même hauteur suivant les images qu'on pose. Ouais, bien sûr, tu peux. Ouais, ok. Tu peux. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Parce que je vois l'heure qui tourne. Ouais, j'avais juste une autre question, c'est par rapport au menu en fait. Comme le menu sur la home page, il est en fond transparent, puis celui-là maintenant il est en fond blanc. Ça se passe comment? Alors, tu peux, chaque page, en fait, dans le code source de chaque page, tu peux là, comme tu es sur une page qui s'appelle, tu serais sur un type de page qui s'appelle projet, par exemple. En principe, le body, il reçoit automatiquement une classe qui correspond au type de poste, il me semble. C'est à vérifier, mais je suis à 80% sûr. Donc, ça veut dire que tu peux pointer que quand tu es sur une page classique, il n'y a pas de fond. Par contre, quand tu es dans un projet, comme tu es sur ce mode-là, dans un projet, mon header, il a un fond blanc. Ok. Totalement faisable. On est bon? Ouais. Ok. J'arrête ma presse. Patrick, je te laisse prendre le relais. Ah, ok. T'étais pas prêt? Ouais, je tente de faire un composer install, donc. Attends, je vais partager alors. Avec ma super connexion. Qu'est-ce que j'ai? Yep. Ok. Ça marche? Yes. Ouais, donc en fait, ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, c'est assez simple. Depuis la version 6.3, en fait, dans le bloc groupe, on a la possibilité d'avoir un quatrième mode, pardon, en mode grid, en fait. Et seulement, il n'est pas activé par défaut. Donc, on peut l'activer. Dans ce cas, il faut faut intégrer une feuille de style, un asset JS au côté éditeur pour mettre le script. Moi, ce que je vais faire là, je ne vais pas m'embêter, je vais le mettre directement dans le navigateur et je vais vous faire voir. Donc, en fait, quand on est dans une page, là, je vais ajouter une page. Alors, petit rappel, Gutenberg, c'est un éditeur qui est codé principalement en JavaScript. Et après, il y a des connexions avec WordPress
qui se passe principalement par l'API, en fait. Donc, quand vous regardez dans votre network, vous allez voir, il y a plein d'appels, API, machin, qui sauvent les posts, etc. Donc, en fait, c'est un wrapper. Donc, ce qui veut dire que comme c'est du JS, la plupart du temps, on a accès à un objet qui s'appelle VP dans la console, ici, qui concerne, en fait, principalement Gutenberg. Donc, on peut déjà agir à ce niveau-là sur Gutenberg, facilement, si on veut tester des choses. Donc, moi, mon petit code, c'est celui-là. On va rajouter un bloc variation. C'est le code que j'ai trouvé sur le net, hein, donc je pourrais le partager sans problème. Et ce qui rajoute donc le mode grid sur le groupe. Donc, je vais juste le copier là et le coller ici. Donc là, ça a fonctionné puisqu'il ne me renvoie pas d'erreur. Et donc, à partir de là, en fait, donc je vais baisser ça. J'ai ce nouveau mode. Donc, si je fais un groupe, j'ai un quatrième truc qui est apparu ici, donc qui est la grid, que j'ai ici aussi. Et donc, là, je suis passé en mode grid. Donc, c'est un super mode, parce que c'est vrai que des fois, le grid par défaut, le groupe par défaut, c'est juste un wrapper. Ensuite, le mode flex ou colonne, c'est surtout en flex, il est pas souvent, il est pas facile des fois à arranger. Ça passe à la ligne sans qu'on veuille, parce qu'on veut que ça passe sur mobile, tout ça. Donc, ça fait jamais ce qu'on veut en fait. Donc, le mode grid, je pense qu'il va solutionner pas mal de choses à ce niveau-là. Donc, à partir de là, on peut simplement rajouter des choses dedans. Je vais mettre un peu de texte. Et ensuite, je vais rajouter une petite image. Hop. On va prendre n'importe quoi. On va prendre, tiens, celle-là. Voilà. Et donc, cette colonne, en fait, par défaut, donc il y a une largeur de colonne minimale qui est par défaut. Donc là, c'est 12 rem. Et après, je peux l'augmenter. Donc là, ça se met côte à côte. Déjà, c'est pas mal. En plus, si je mets un truc... C'est-à-dire qu'en fait, ça se met côte à côte, mais j'ai l'impression que tu peux juste de nouveau réduire un petit peu. Donc, déjà, tu as mis des colonnes. Tu mets ton wrapper. Dans ton wrapper, tu mets des éléments. Les éléments qui suivent, ils se mettent un peu comme... OK. Et là, quand il détecte que tu ne peux pas faire plus de 19, après, il les passe en 50-50. En fait, tu vas voir à quoi ça sert le minimal, en fait. Parce que automatiquement, en fait, ça règle les colonnes. En fait, ça agit comme une sorte de flex, en fait, qui va revenir à la ligne automatiquement dès qu'il atteint le minimum, en fait. Donc, en fait, ça veut dire que si je fais comme ça, par exemple, là, j'ai un beau truc, tu vois, qu'on arrive aujourd'hui difficilement à faire comme on veut. On peut même régler la largeur des blocs, si je veux. Je peux vraiment régler, agir dessus. Donc là, je vais publier. Et en fait, automatiquement, ce qu'il fait, c'est qu'il va générer le CSS qui correspond à ce bloc dans la page. Donc là, il apparaît. Et si je vais dedans, j'inspecte. Hop. Donc là, je fais mon bloc groupe là, qui est donc en is layout grid. Ouais. Et je regarde ici, en fait, j'ai exactement le code CSS qui correspond à ma colonne minimum que j'ai réglée, en fait, 22 rem. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que déjà, je peux vraiment interagir avec la largeur des colonnes que je veux. Donc, si je veux en mettre 3, 4, 5, 6, tant que je veux. Et ce qui est magique, c'est que du coup, quand la colonne arrive au minimum, hop, ça passe à la ligne. Yes, OK. Donc, le réglage, c'est pas... Le réglage, c'est presque un réglage à prendre en compte pour le mobile. Pour déclencher le colonnage mobile, en fait. En fait, en fonction de la largeur que tu vas décider, ça va passer à la ligne au moment où tu auras mis la largeur. En fait, si tu mets 300 pixels, quand ça va arriver à 300 pixels, ça va passer à la ligne. Et ça, c'est juste, tu as vu, le réglage, tu le fais en 2 secondes, tu peux régler après la marge et tout, c'est tout ça, voilà. Pas mal. OK. Et ça vient quand? C'est déjà dispo, tu peux l'activer là. Et moi, j'ai pas j'ai pas Gutenberg, le plugin ou quoi que ce soit. Il faut juste rajouter ce bout de code et ça l'active. Et comment ça se fait que ce soit pas dans la distribution directement maintenant? Bonne question. Je ne sais pas encore. Ça peut être. Enfin, Patrick, on en discutait ce matin, tu as dit ça va être disponible depuis la 6.3. Moi, il me semble que c'est de la bêta, c'est pour ça que c'est caché et activable. Avec en fait, tu vois, là j'ai un article que je vous le partagerai. Donc, c'était testé dans Gutenberg, dans le plugin, et ensuite ça a été officiellement lancé dans la 6.3, tu vois. Donc, c'est officiellement lancé, mais c'est pas actif. Alors, pourquoi il n'est pas actif? Il faudrait lire le texte, mais j'ai pas tout lu encore. Mais la question, je sais pas. On va chercher. Il y a sûrement une raison, mais voilà, des fois, un peu WordPress, ils se posent un peu de questions, ils sont un peu frileux des fois pour lancer des trucs directs.
En tout cas, moi, je trouve ça excellent et je pense que je vais l'activer sur tous les projets maintenant. Voilà. J'ai déjà Après, activé sur un projet là. il me semble que ça sort quand même en 6.5, enfin officiellement en 6.5, donc fin mars. Je crois. Hein. Si c'est pas ça là, ça sera en juillet du coup. Mais... Ouais. Après, C'est bien possible. c'est un petit peu comme le RAW, c'est le genre de pratique. Est-ce que tu as envie que ce soit ton client qui gère ça ou est-ce que c'est surtout intéressant de gérer ça quand tu es en mode, quand tu configures des templates? Je pense que quand tu configures des templates, ça a tout son sens parce que du coup, tu es sur une Ouais. gestion, t'es sur une Bah, gestion à la main. Voilà. donc là, tu vois, souvent, enfin, je sais pas, vous avez sûrement la même chose, mais on a beaucoup de clients qui essaient de faire des colonnes et qui galèrent, en fait. Surtout quand tu prends le colonne et que tu fais 3 colonnes, alors là, c'est une cata parce que le truc, il devient super étroit avant de passer à la ligne, parce que le breakpoint, il est trop petit. Donc, ça va régler pas mal de problèmes et je trouve qu'il est très simple à utiliser, en fait. Une fois que ton client a compris la largeur de colonne, ça passe à la ligne. Ça me semble beaucoup plus simple que le bloc colonne ou même le flex, ouais. Ok. Voilà. Ok, ben merci. Ça aurait été une démo express. Je pensais qu'il te fallait genre 1 minute, une demi-heure, un truc comme ça. Ah non, c'est rapide. Tu vas presque nous rapide. laisser le temps d'un café avant de reprendre le boulot. Mais c'est clair. Non, je vais vous mettre Exactement. le code et le lien de la page. J'ai trouvé ça sur le Discord et puis comme ça, vous pouvez tester un petit peu. Ouais, carrément. Et de mon côté, bah, je sais pas si vous avez vu, il y a le replay du dernier live que j'ai posté il y a 2 jours, je crois. Donc je vais voir là ce live dès que la vidéo est dispo, je vais voir pour essayer de le mettre avant la fin du mois, comme ça, bah, quand nos petits nouveaux auront envie de revoir un petit peu tout ça. Donc, petit nouveau, quoi. Bah oui, Tous les juniors, quoi. mais non, mais voilà, mais comme ça, et là, c'est un max, hein. Aujourd'hui, on est 6. La fois d'après, En plus, j'espère. c'est des Suisses, alors tu vois, c'est encore pire, quoi. Vous êtes où en Suisse? Fribourg. À Fribourg, ok. Ah, moi, je suis à Fribourg et Jean-Michel, qui est suisse, il était, je dirais quoi, genevois, mais il vit dans une autre partie de l'Europe. Lui, maintenant, il s'est déplacé en Espagne. Enfin, à Ah, Majorque. d'accord. Ok. Ça, c'est très marrant. Jean-Michel n'est pas suisse. Jean-Michel est genevois. C'est pas pareil. Oui, c'est vrai. Bah ouais. Ça, c'est marrant. Tous les Genevois diront ça là, de toute façon. Et puis moi, je suis pas suisse, je suis fribourgeois en plus, donc tu vois. En plus, ouais. C'est comme chez nous. Moi, je suis pas français, je suis alsacien. C'est pas pareil. Voilà. Ah bah oui, mais c'est vrai. En plus, à une époque, vous n'étiez pas français. Ça va, on va pas se lancer là-dedans. Ah oui, historiquement, ça a quelque chose. Moi, je suis savoyard, donc voilà. Attention. Est-ce que du coup, déjà, Patrick, est-ce que tu as des choses à rajouter? Non, c'était démo express pour vous faire voir un petit peu le mode. Ok. Ça marche. Bah, du coup, j'espère que ce qu'on a vu aujourd'hui aura été clair pour tout le monde. Que même Patrick et Dareth qui ont plus l'habitude de ces découpages, j'espère que vous aurez quand même appris 2-3 trucs là. C'est marrant, il y avait la question d'automatiser le comportement des paragraphes, ce genre de choses. Il y a la question des patterns à faire des patterns, des motifs à faire en CSS sur une query loop, par exemple. Ça, c'est hyper intéressant. J'espère que ça aurait été utile pour vous aussi. Et puis du coup, Jean-Michel, Nicolas et Raphaël, j'espère que vous aurez appris des choses aujourd'hui et que vous vous serez rendu compte de l'importance de la phase entre le design et le dev, de la phase de découpage et on va dire de mise en bloc Gutenberg de nos layouts, en fait, des designs. C'est surtout ça surtout ça qui est hyper stratégique et c'est dans cette phase-là qu'on va définir si les comportements qu'on met en place, si c'est des comportements par défaut qu'on veut retrouver à chaque fois que le bloc est utilisé, ou si c'est des comportements qu'on veut pouvoir déclencher quand on veut, notamment avec le petit bouton pour sélectionner un style, par exemple. Yes. Mhm. Merci à vous. Un petit truc, si vous utilisez des sites multilingues après avec VPML ou Polylang ou je sais pas quoi, Polylang. du coup, c'est
C'est un template par langue ou c'est le même template pour toutes les langues? Alors moi j'ai l'habitude d'en faire parce que moi je suis à côté de la Suisse, donc je travaille beaucoup avec des clients suisses. Ah, Du coup, je fais beaucoup d'allemand, de tout ça, de français, machin. Donc moi je travaille beaucoup avec Polylang. Avec Polylang ou WPML, là, tu as la possibilité en fait d'éditer tes templates en fait directement dans l'admin. Donc en fait, tu vas décliner le template dans une version de langue en fait. Donc ça c'est dans l'admin que ça se passe. Et après, il y a une autre technique que j'utilise aussi, c'est que je fais des templates différents par langue aussi. Je duplique les templates. Donc il y en a un par défaut, ça va être le français. Et après, je vais rajouter un tiret EN ou DE pour la version allemande. Et en fait, après, tu choisis le template au niveau de quand tu es dans la page, tu choisis le modèle qui correspond en fait. Et j'ai même fait une fonction qui sélectionne automatiquement. Ok. Et du coup, tu dois faire une mise à jour dans les 3 templates. Pas forcément, parce que tu peux avoir 3 templates différents et tout ton layout de bloc, tu peux en faire un bloc synchronisé. Ok, d'accord. Okay. Donc en fait, les templates, si c'est des templates de langue, il me semble que ce qui sert surtout à gérer, c'est l'attribut de langue dans le HTML, c'est ça? Non? Si? Je dis une bêtise, tu dis pas de bêtises? Bah en fait, moi, je fais principalement ça parce qu'en fait, tu sais, dans le FSE et dans les templates, le texte est en statique. C'est-à-dire que tu peux plus utiliser la fonction PHP pour traduire les textes. Donc, du coup, tu es obligé de dupliquer pour pouvoir éditer le texte dans la bonne langue. C'est surtout pour ça que je fais ça. Et après, oui, ça se met seul à jour avec Polylang. Ou bien mettre ton menu dans la bonne langue, par exemple, c'est ça? Bah ça, Polylang, il le fait tout seul. De toute façon, dans le head, il change tout seul, ça, dans le HTML. Tout ça. Mais dans ce cas, toute la configuration des blocs, mon bloc thumbnail, mon bloc content, etc., tu peux en faire une composition synchronisée et tu mets la composition synchronisée. Imaginons que tu as un template projet FR, projet EN, projet DE. Dans ces 3 templates, tu colles la même composition synchronisée. Ça, tu peux faire. Et autre technique, pour le coup, c'est dans ton HTML, tu vas incorporer un pattern PHP et dans le PHP, tu peux reprendre du coup la syntaxe d'internationalisation PHP WordPress. Enfin, pour le coup, c'est dans le pattern. Sur quelques traductions que j'ai eu à faire, moi c'est comme ça que je suis passé. Hein. Alors il y a un piège. Vas-y, dis. Alors ça fonctionne uniquement si ton pattern, tu l'édites pas. À partir du moment où tu édites ton pattern devient devient du HTML. Ouais, il ressort. C'est du texte statique. Ouais. Donc là, la technique, c'est si tu veux faire ça, il faut que le pattern il soit pas disponible dans l'inserteur et du coup, le pattern est intégré dans un template et la personne ne peut pas l'éditer en fait. Donc là, ça fonctionne toujours. Mais sauf que si à un moment donné, tu édites ton template, tu écrases le truc et ça devient du texte. En fait, ça marche, mais il y a une certaine limite. Ouais, j'ai remarqué. Je dois reprendre. Des trucs tout con sur les URL. Pareil, des fois, tu as l'URL pas en dynamique, en dur. Alors que moi, je dynamise des URL avec des home URL ou des fois ça. Du coup, effectivement, je dois reprendre ça des fois sur les patterns quand j'ai enregistré un template en Git. Je suis merde, faut que je reprenne ça dans le code. Est-ce que ça chauffe l'un d'entre vous de nous faire une petite démo dans 2 semaines? Pour les trades, moi, j'ai pas de projet multilangue comme ça. C'est un thème intéressant. Carrément, c'est-à-dire que j'ai un template, par exemple, on fait un template pour les posts, un template pour un CPT, et en fait, on regarde comment on se débrouille sur quand on doit faire 2-3 langues, par exemple. Et vous utilisez plus Polylang ou vous recommandez plus Polylang que WPML? Ouais. Ce qui change de l'un à l'autre, on va dire, entre VPML et Polylang. Pourquoi oui, plus Polylang, à part que vous êtes français, vous préférez utiliser les français. Déjà ça, ouais. Non, il est plus simple en fait. Polylang, clairement, il est plus simple. Il y a moins de fonctions, moins d'options, tout ça, donc il est quand même beaucoup plus simple. VPML, tu es vite dans un truc un peu complexe à régler. Une usine à gaz. Ouais, c'est ça. Surtout dans les dernières versions. Là. C'est une usine à gaz. Il y a trop de paramètres. Voilà, il y a trop de paramètres, donc tu as vraiment du mal à t'y retrouver, alors que Polylang il est quand même plus simple. Il fait juste ce qu'il faut et ça suffit. Quoi. C'est le taf. Ouais. Mais honnêtement, on est tous d'accord que les sites en plusieurs langues, c'est embêtant à faire. C'est long. Ouais, ça nécessite une organisation et une méthode un peu plus rigoureuse que les sites classiques. Après, ça plus la base d'évolution de WordPress. Hein. Ça sera natif bientôt, le multilangue. Ouais. Non, mais d'où l'intérêt pour l'instant de se dire que si tu dois faire dupliquer tes templates parce que tu as plusieurs langues, d'où l'intérêt des blocs synchronisés aujourd'hui, des compositions synchronisées qui nous sauvent quand même la mise parce qu'on se dit
une fois que j'ai mon layout pour mon or, header, footer, hein, une fois que j'ai mon layout pour la mise en page de mes articles, par exemple, j'en fais une compo synchronisée, je la colle dans mon template EN et je la colle dans mon template IP. Et le jour où ce truc change une fois, ça change partout, en fait. C'est surtout ça. Aujourd'hui, on arrive quand même à, c'est pas encore natif le multilangue, mais on arrive quand même à se débrouiller plutôt facilement, à condition d'avoir un arbre de décision plutôt bien foutu dès le début, et à condition surtout d'avoir essayé d'identifier les différentes options dans lesquelles on peut être, les différents cas qu'on peut rencontrer, quoi. C'est aussi une question C'est de compatibilité aussi avec certains plugins aussi. Je sais pas si j'ai l'impression que WordPress, non, VPML était plus compatible avec la plupart des plugins et puis Polylang un peu moins en fait. Certains plugins qu'on peut réutiliser ou bien après je pense mais si après ils font justement je sais pas quand est-ce que c'est prévu si WordPress vont utiliser leur propre système pour gérer le multilangue, ce serait assez intéressant de savoir comment ça va se passer et jusqu'où ils vont en fait parce que ça va faire un peu concurrence après. Bah, c'est pas pour de suite, ce sera plutôt, je crois, 2025, parce que là, ils ont C'est les prochaines phases. le collaboratif en premier, c'est le Ouais. truc de draft, enfin voilà. Et d'après ce qui se dit, c'est que ça va pas complètement, ça va pas remplacer les plugins de multilangue, ça va compléter ou voilà, ça va faciliter les choses, mais a priori, il y aura toujours besoin quand même d'un plugin Ok. de multilangue. Mais après, on n'en sait pas plus, quoi, pour l'instant. Mais parce que pour revenir à cette solution de dupliquer les templates par langue, il y a quand même le problème que si tout d'un coup, à un moment donné, on veut ajouter une nouvelle langue, il faut passer par tous les templates Ouais. et puis dupliquer. Enfin, c'est pas comme ajouter une langue et boum, ça va. Ouais. Et après, il y a aussi, avant, Jean-Michel, tu parlais des solutions. Tu n'as pas évoqué la solution de Weglot. Weglot qui te fait de la traduction automatique de tes pages vers une autre langue. Je trouve que c'est intéressant de le mettre en avant quand même parce que parfois, la traduction d'un contenu dans une autre langue, c'est pas juste une traduction de contenu. Du temps de Fantassin, on avait un client, par exemple, où le contenu en .fr d'une page, quand on faisait la traduction dans une autre page, dans une autre langue, par exemple anglais, l'autre langue correspondait aussi à un autre marché, en fait. Et comme ça correspondait à un autre marché, on a été dans un mode où on n'était plus seulement sur une traduction littérale du contenu, on devait traduire le contenu, mais on devait aussi reconstruire un petit peu le contenu parce que sur le marché américain, où la langue EN était dédiée, sur le marché américain, les argumentaires n'étaient pas les mêmes dans le même ordre, etc. Et c'est ça que je trouve intéressant quand on fait du multilingue, c'est que là où Weglot est hyper pratique pour traduire du site à la volée, sa limite, c'est quand la traduction, c'est aussi un marché. Et donc, ça va hyper bien si tu fais des traductions statiques. Par contre, Polylang garde tout son intérêt pour moi quand tu es sur un mode langue égale marché. Et du coup, en anglais, je vais un petit peu changer le truc, je vais un petit peu changer le copywriting ou un petit peu mes compositions parce que, par exemple, là, c'était dans notre cas, les Américains, ils réfléchissent pas ou ils consomment pas le contenu de la même manière, etc. Ça. Donc ça, c'est une composante hyper intéressante, je trouve, aussi dans le multilangue, quoi. Ouais. Yes. À part Weglot, il n'est pas non plus, il est relativement assez cher. Hein. Ouais, ils sont sur un marché de confort, en fait. C'est confortable, Ouais, c'est facile, donc voilà. Mais c'est 50 000 mots pour, je dirais quoi, 200 $, enfin, euros par an. Tu as 50 000 mots et puis tu as 3 langues. Ouais. Et après, bon, il fonctionne, hein, donc c'est Ouais. sans doute qu'il y a Non, 50 000 mots, on y est vite. Hein. sans doute qu'il y a le marché qui Ouais, va. Oui, avec il y aura des gens qui ont envie. Hein. Avec ChatGPT, ça va plus vite. Non, attends, parce que ChatGPT, quand il traduit, il repasse forcément par l'anglais et après il va sur la langue native. Ouais, il fait un peu comme Google Translate, je pense que c'est la même chose en fait, c'est ça. Ouais, je ne sais pas exactement comment Translate fonctionne, mais bon. Il faut comme ça, justement, le Translate, il passe tout le temps par l'anglais de base en fait. Okay. Si je fais du français à l'allemand, il va faire français, anglais, allemand. Ok. Bon. Après, il y a le suisse-allemand aussi, c'est pas pareil. Ah, c'est un peu différent. C'est une autre langue, ça encore.
Bon, très bien. On est pile poil dans les temps. Merci, Je vous merci à vous. tous Merci d'avoir beaucoup. été aujourd'hui. Et puis, merci pour Merci. cet échange. J'espère que ça aura été satisfaisant pour tout le monde. Ouais. Et puis, à bientôt. Rendez-vous normalement dans 2 semaines. Allez, Merci bien. À bientôt. Super. salut. Bon après-midi tout le monde. Salut, ciao. Bon après-midi.